Voilà. Bonjour à tous et à toutes. On commencera maintenant avec notre webinaire concernant les élections sociales. Je vous souhaite tous la bienvenue au nom de l'UNISOC, l'Union des entreprises à profit social. Et on a donc choisi de vous présenter aujourd'hui la reprise de la procédure des élections sociales, vu que dans quelques semaines, les entreprises devront recommencer la procédure qui a été arrêtée au mois de mars suite à la crise Corona. Je viens de parler de Corona. Ceci veut aussi dire que nous, comme organisation d'employeurs, on trouve ça naturellement très important de respecter les règles Corona. Vous allez dire, oui, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, mais on est père et fils, donc la même bulle, ce qui veut donc dire qu'on est dans le respect des règles. Aujourd'hui, la présentation vous sera donnée par Michel Degols, qui a été pendant des années directeur général au SPF Emploi et qui a coordonné pendant toutes ces années les élections sociales, ce qui veut donc dire qu'il a certainement l'expertise pour vous présenter aujourd'hui la reprise de la procédure. On a choisi, vu la crise Corona, le format d'un webinaire, ce qui veut donc dire qu'on vous présentera pendant environ 45 minutes une présentation PowerPoint qu'on vous a envoyé ce matin. Donc, vous avez les slides pour suivre à la maison, mais on va naturellement aussi les projeter sur l'écran, ce qui vous donnera l'occasion de suivre la présentation. Pendant la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions dans le Q&A. En principe, au-dessus, à droite de votre écran, vous avez différents pictogrammes et un de ces pictogrammes, il y a déjà certaines personnes qui l'ont utilisé, sert à envoyer des questions. Par après, à la fin, après la présentation qui durera environ 45 minutes, les questions seront traitées. S'il y a trop de questions, on va aussi traiter les questions de façon écrite, ce qui veut dire que vous auriez une réponse à toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder, mais aussi aux questions qui auront été abordées par écrit, et ils seront publiés demain sur notre site web en français. Les slides seront aussi mis par après à disposition sur notre site web, en plus de aussi cette présentation par vidéo qui sera aussi disponible demain après-midi sur notre site web. Donc maintenant, je céderai la parole à Michel Degols qui vous donnera une présentation de 45 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, de poser les questions via le Q&A. En principe, le Q&A arrive que vers nous, donc pas vers tous les autres personnes présentes. Et donc, on sélectionnera aussi par après les questions. Donc, vous pouvez poser bien vos questions tout à fait à la fin, mais vous pouvez certainement aussi poser vos questions à travers la présentation. On les gardera et on ne les oubliera pas. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonne journée. Nous allons vous traiter aujourd'hui, comme l'a dit Michael, de la reprise des élections sociales 2020 par la voie de ce webinaire. Un webinaire qui est organisé, comme ça a été dit, dans le cadre de Corona pour éviter que je ne puisse vous contaminer. Reprise des élections sociales 2020, on est 2 jours après la reprise des classes par les enfants et donc maintenant, c'est autre chose qui revient, ce sont les élections sociales 2020. Pourquoi une reprise des élections sociales 2020? Parce que, et c'est un fait tout à fait exceptionnel depuis qu'on organise des élections sociales, la procédure ne s'est pas déroulée d'un coup, on a dû l'interrompre en raison de la crise Corona et plus particulièrement du lockdown qui a dû être instauré suite à cette crise et qui a fait que les entreprises ne pouvaient pas continuer à mener les élections sociales suivant la procédure normale. En effet, dans certaines entreprises, il y avait soit un travail beaucoup plus important qui rendait impossible la poursuite des élections sociales, par exemple dans les hôpitaux ou dans les maisons de repos. Et par contre, dans d'autres entreprises, l'activité avait dû être quasiment arrêtée, ou du moins l'activité sur place avait dû être arrêtée et remplacée par du télétravail, ce qui rendait évidemment très difficile la poursuite d'élections sociales par un personnel qui était soit affecté à d'autres tâches, soit était absent ou n'était en tout cas pas présent dans les locaux de l'entreprise.
Je vais donc essayer de vous expliquer quelles sont les mesures qui sont à prendre pour pouvoir organiser les élections sociales comme le prévoit la nouvelle réglementation. Il y a deux textes juridiques qui doivent être pris en ligne de compte. Le premier, c'est une loi du 4 mai de cette année, donc de 2020, qui a fixé le cadre législatif de la suspension et de la reprise par après des élections sociales 2020. Cette loi a été votée d'ailleurs après que, de facto, on avait déjà arrêté la procédure des élections sociales. Et puis, par après, comme évidemment au mois d'avril ou au mois de mai, on ne savait pas quelle allait être la situation dans le futur, il a fallu un texte supplémentaire, qui est un arrêté royal du 15 juillet 2020, qui a fixé une nouvelle période électorale dans laquelle auront lieu donc les élections sociales 2020 à la place de la période qui avait été prévue au départ, c'est-à-dire celle qui devait se dérouler au mois de mai. Donc, nous allons donc maintenant, après que la procédure des élections sociales ait été suspendue dans la plupart des entreprises, ça dépendait un petit peu du calendrier électoral, à la fin du mois de mars, après un certain nombre de mois, il va falloir reprendre la procédure des élections sociales au point où il a été arrêté. Premier élément dont il faut tenir compte, c'est cet arrêté royal du 15 juillet 2020 a fixé une nouvelle période d'élection. Donc, au lieu d'une période d'élection qui se situait au mois de mai, une nouvelle période d'élection va se dérouler et va prendre la place de la période d'élection pour les élections sociales 2020 du 16 au 29 novembre 2020. Donc, il faudra évidemment changer de manière importante le calendrier des opérations électorales en fonction de cette nouvelle période. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, la procédure des élections sociales a été arrêtée en mars au jour X plus 35. Le jour X plus 35, évidemment, n'était pas nécessairement le même dans toutes les entreprises, puisqu'il y avait un battement d'environ 2 semaines à l'intérieur de la période électorale, et donc chaque entreprise doit voir où se situe son jour X plus 35 en fonction du calendrier électoral qui avait été fixé au mois de février au début de l'année. La procédure a été arrêtée à X plus 35 et elle va recommencer, ça paraît logique évidemment dans le développement du calendrier, au jour X, un nouveau jour X plus 36. Ce nouveau jour X plus 36, il est déterminé par la nouvelle date d'élection qui va se situer dans la période entre le 16 et le 29 novembre de cette année. Et donc, c'est en fonction de ce nouveau calendrier que chaque institution, chaque entreprise va voir quand elle va devoir reprendre les opérations électorales. Vous voyez d'ailleurs sur la diapositive que vous voyez devant l'écran que cette période se situe pour les entreprises entre le 23 septembre et le 6 octobre. Donc pour ceux qui vont commencer les premiers, c'est environ dans 3 semaines. Pour les autres, ce sera à peu près dans un mois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire entre-temps. La première question qu'il faut se poser, c'est de savoir sur quelle base on va recommencer la procédure électorale. Donc l'objectif de la suspension et de la reprise qui va se dérouler en septembre est justement de ne pas tout recommencer dans la procédure, on ne va pas recommencer à zéro, on va utiliser ce qui a déjà été fait entre les premières opérations préélectorales qui se sont déroulées au mois de décembre de l'année passée et la suspension à la fin du mois de mars. Donc, il ne faudra pas tout refaire, mais il faudra quand même refaire certaines choses. On va voir ça un petit peu plus en détail. Le principe général, pour savoir sur quelle base on va recommencer, le principe général est que tout ce qui a été fait suivant les règles avant le jour X plus 35, y compris ce jour X plus 35, reste acquis
et reste valable, et c'est sur cette base qu'on va construire le reste de la procédure à partir du mois, à la fin du mois de septembre de cette année. Qu'est-ce que ça veut dire de manière un petit peu plus concrète? Ça veut dire tout d'abord que les décisions qui ont été prises par l'employeur dans le cadre de la procédure préélectorale, au jour X-35, donc ça fait évidemment déjà quelques mois, c'était tout à fait au début de l'année, vont continuer à s'appliquer à la reprise de la procédure jusqu'aux élections à la fin du mois de novembre de cette année. Concrètement, ça veut dire les unités techniques d'exploitation telles qu'elles ont été définies à X-35 vont continuer à s'appliquer pour les élections jusqu'à la fin de la procédure, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Ce qui veut dire concrètement que si entre la détermination des unités techniques d'exploitation à X-35, donc au mois de janvier de cette année, jusqu'à maintenant, il y a eu des changements dans ces unités techniques d'exploitation. Par exemple, une section, une division a été cédée à une autre entreprise et donc a disparu de facto de votre entreprise actuelle. Eh bien, effectivement, on va organiser des élections en tenant compte de la situation que cette unité technique d'exploitation est restée telle qu'elle et que cette division qui est partie, en fait, continue toujours jusqu'à la fin du mois de novembre à faire partie de votre entreprise, du moins pour ce qui concerne l'organisation des élections sociales. Ce n'est qu'après les élections sociales et quand on aura le résultat des élections sociales qu'il faudra à ce moment-là appliquer des règles qui sont d'ailleurs prévues normalement dans la réglementation en matière d'élections sociales et en matière de fonctionnement des organes de participation au conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail en cas de transfert ou en cas de transfert de partie d'entreprise vers une autre entreprise. Donc ces règles vont s'appliquer non pas immédiatement, mais après qu'auront été organisées les élections sociales dans votre entreprise. Donc concrètement, les travailleurs qui ne sont peut-être plus aujourd'hui chez vous vont voter pour les élections sociales dans vos élections sociales et éventuellement ceux qui sont élus partiront par après pour l'exercice de leur mandat, en tout cas, vers leur nouvelle entreprise. Deuxième point important, il s'agit des fonctions du personnel de direction. Donc les fonctions du personnel de direction telles qu'elles ont été définies à X-35 vont continuer à s'appliquer pour l'organisation des élections sociales. Donc ce sont les fonctions telles qu'elles ont été déterminées au mois de janvier, même si éventuellement elles ont changé, qui vont s'appliquer pour l'organisation des élections sociales 2020 au mois de novembre. Attention, ici je parle uniquement des fonctions du personnel de direction et pas des personnes qui les exercent. Donc les fonctions restent permanentes, mais les personnes qui les exercent peuvent évidemment changer. Donc si on a estimé que le directeur d'une institution est une fonction du personnel de direction, ça reste une fonction du personnel de direction, mais il est possible que pendant la période Corona, la personne du directeur a changé et donc c'est le nouveau directeur qui exerce une fonction de personnel de direction dans son institution. Autre point très important évidemment pour l'organisation des élections et qui reste acquis, ce sont les listes électorales et le nombre et la répartition des mandats. Qu'est-ce que ça veut dire? Les listes électorales, ça veut dire que les listes électorales, donc les listes d'électeurs qui ont été clôturées avant la suspension, suivant la procédure normale, elles ont été clôturées avant la suspension, ne doivent pas être refaites. Ce qui veut dire que les travailleurs qui éventuellement auraient été engagés pendant la période de la suspension et qui normalement, au jour véritable des élections, c'est-à-dire en novembre, rempliraient éventuellement les conditions d'ancienneté pour être électeurs, ne vont pas être ajoutés aux listes électorales. Donc on se base
uniquement sur ce qui a été clôturé avant la suspension, et ce sont ces électeurs-là qui seront convoqués et qui viendront voter, et des nouveaux travailleurs ne voteront pas pour les élections sociales 2020, peut-être qu'ils participeront plus tard aux élections sociales de 2024, mais il n'y a pas lieu de changer ces listes électorales. Il en est de même pour le nombre et la répartition des mandats, ce qui veut dire qu'au jour X, on a déterminé combien de personnes, combien de représentants de la délégation du personnel allaient être élus via les élections et comment ces mandats se répartissaient entre les différentes catégories de travailleurs, donc les ouvriers, les employés, les jeunes travailleurs, éventuellement dans de grandes institutions, les cadres. Donc le nombre et la répartition des mandats a été déterminé en fonction de la situation au jour X dans l'institution, dans l'entreprise. Et ça ne va pas changer. Donc, même si pendant la période Corona, ou suite à la période Corona, ou pour d'autres raisons, le nombre de travailleurs dans votre entreprise a changé, il peut avoir diminué suite à des licenciements, par exemple, ou bien si certaines catégories de personnel auraient disparu parce que leurs tâches n'existent plus ou ne sont plus relevantes, il n'y aura pas de changement quant au nombre et à la répartition des mandats qui figurent dans l'avis annonçant la date des élections du jour X. C'est sur base de cela qu'on va travailler pour organiser les élections après la reprise et pour arriver à la date des élections à la fin du mois de novembre 2020. Ce qui reste également acquis, c'est la procédure de dépôt des listes de candidats. En effet, les listes de candidats pouvaient être déposées par les organisations représentatives des travailleurs, la CGCLB, la CC ou la UGTB, au plus tard jusqu'à X plus 35. S'il y avait des cadres, il en est de même pour des listes qui pouvaient avoir été déposées par la CNC, la Confédération nationale des cadres, ou éventuellement des listes maison. Donc, le dernier jour pour le dépôt des listes se situait à X plus 35, c'est-à-dire le dernier jour avant la suspension, ce qui signifie qu'il n'est plus possible actuellement ou après la reprise de la procédure de déposer des nouvelles listes de candidats pour des organisations, par exemple, qui auraient oublié de le faire ou qui n'auraient pas, pour d'autres raisons, déposé des listes de candidats. Donc, ça également, c'est quelque chose qui est acquis, c'est le dépôt des listes des candidats et les candidats qui figurent sur ces listes sont connus. Ces listes électorales pouvaient être déposées par voie électronique. Si elles ont été déposées par voie électronique, elles sont dans la banque de données du SPF Emploi et en tant qu'employeur, vous avez normalement été averti du fait que des listes de candidats ont été déposées de façon électronique. Si ces listes de candidats ont été introduites, je dirais classiquement, c'est-à-dire par l'envoi, par exemple, des listes par la poste, là, on peut supposer que si la lettre a été envoyée au mois de mars, elle vous est parvenue actuellement au mois de septembre, et donc ce sont ces listes-là dont vous allez devoir tenir compte. Ça, c'est ce qui est acquis et ce qu'il ne faut pas refaire. Ce que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'il faut quand même faire. Donc, il y a des choses qui vont changer. Il y a deux choses qui vont changer. C'est d'une part le choix d'une nouvelle date d'élection. Dans l'arrêté du 15 juillet 2020, a été fixée une nouvelle période électorale, c'est-à-dire la période pendant laquelle les élections doivent avoir lieu. Maintenant, dans votre entreprise, dans votre institution, il faudra déterminer dans cette période quelle sera la date exacte des élections telles qu'elles seront organisées chez vous. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous organisez des élections pendant plusieurs jours, parce que tout le monde n'est pas présent en même temps dans l'entreprise, cette date d'élection, ce jour Y dans le calendrier électoral, c'est le premier jour d'élection dans votre entreprise. Donc, une nouvelle date d'élection et également, évidemment, une fois qu'on a une nouvelle date d'élection, un nouveau jour Y, on a également un nouveau calendrier électoral et donc il faudra mettre au point
un nouveau calendrier électoral qui démarre à X plus 36 et qui se termine au jour des élections au jour Y, d'ailleurs après le jour Y, puisqu'il y a encore une série d'opérations qui doivent être faites après les élections. Donc, nouveau calendrier électoral. Mais ces choix ne sont pas entièrement libres. Il a été encadré, le choix qui est à faire a été encadré aussi bien par la loi du 4 mai dont je vous ai parlé dans l'introduction que par l'arrêté royal du 15 juillet qui a fixé la nouvelle période électorale. Quel est cet encadrement et qu'est-ce que cela implique pour vous? D'abord, la date des élections, en principe, se trouve dans la période électorale au même endroit que le jour que vous aviez choisi initialement. Vous avez un exemple qui vous est donné ici sur la diapositive que vous voyez sur votre écran. Si on avait initialement choisi un jour d'élection qui se situait le 13 mai, c'est-à-dire le 3e jour de la période électorale qui était normalement fixée pour le mois de mai, votre nouveau jour d'élection sera également le 3e jour de la nouvelle période électorale. Et donc, dans l'exemple qui est donné ici, si on avait choisi initialement le mercredi 13 mai, donc le 3e jour de la période électorale du mois de mai, le nouveau jour des élections sera en principe le mercredi 18 novembre, qui est le 3e jour de la nouvelle période électorale. L'horaire des élections est en principe inchangé, c'est-à-dire les heures d'ouverture des bureaux électoraux tels qu'ils ont été fixés au mois de février de cette année, cet horaire des élections est en principe inchangé. Donc le choix est normalement limité, néanmoins il est possible d'y déroger pour autant que l'on ait une décision du conseil ou du comité, ou à défaut, s'il n'y a pas de conseil et de comité, donc une entreprise qui n'a pas encore eu d'élection sociale, ce sera une décision qui est prise par l'employeur. Et pourquoi est-ce que l'employeur pourrait prendre une décision de ce genre-là? Quand il s'agit de la date des élections, ce n'est pas uniquement que la date des élections ne conviendrait pas à l'entreprise, il y a lieu de voir le déroulement de l'ensemble, de ce qui reste en tout cas, de la procédure électorale, puisque tous les jours du calendrier électoral sont fixés en fonction du jour choisi pour les élections. Je donne un exemple, s'il apparaît qu'en choisissant une journée électorale au mois de mai, que l'on transpose au mois de novembre, par exemple le premier jour de la période électorale, c'est-à-dire le 16 novembre, si on avait choisi le premier jour de la période du mois de mai, en choisissant le premier jour de la période électorale au mois de novembre, ça implique que les opérations de mise à jour des listes électorales et les opérations de préparation de l'envoi des convocations électorales vont se faire pendant la période de vacances de Toussaint, les vacances du début du mois de novembre. Peut-être que dans certaines institutions, ça peut poser des problèmes, et donc ça pourrait être une raison de choisir une nouvelle date d'élection. L'horaire des élections, c'est la même chose. Il est possible que la façon de travailler dans votre entreprise a changé en raison des mesures qui ont été prises suite à la crise Corona et que donc les horaires de travail ou en tout cas la présence des travailleurs dans l'entreprise a fortement changé et qu'en raison de cela, il soit nécessaire de changer également l'horaire des élections. La seule règle en matière d'horaire des élections, ce qu'on ne peut pas faire, c'est diminuer le nombre d'heures qui avaient été consacrées au départ au vote dans l'horaire de départ fixé au jour X. Il faut donc fixer un nouveau calendrier électoral avec une nouvelle date d'élection, ce qui implique évidemment un certain nombre de changements de données qui ont été repris dans la vie du jour X au départ. Et ça implique qu'il faut suivre une procédure. Ça implique aussi à ce moment-là qu'il faut s'y prendre à temps. Le nouvel avis modificatif avec le nouveau calendrier doit être affiché dans l'entreprise et doit également être communiqué électroniquement sur la banque de données du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
aussi à l'intention des organisations syndicales, 7 jours avant le début de la date de reprise de la procédure électorale. Et pour avoir cet avis modificatif, il faut convoquer une réunion de son conseil ou de son comité avant cette date. Donc, en fonction de la date normale des élections, vous avez votre date X plus 36. 7 jours avant cette date X plus 36, il faut avoir affiché le nouvel avis, enfin l'avis modificatif avec le nouveau calendrier dans votre entreprise. Il faut également l'avoir communiqué au SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Combien de temps à l'avance vous devez convoquer une réunion de votre conseil ou de votre comité? Ça, c'est une question qui est en principe réglée dans votre règlement d'ordre intérieur. Donc, consultez votre règlement d'ordre intérieur pour savoir quand vous devrez convoquer votre réunion pour pouvoir l'organiser à temps, pour que vous puissiez à temps satisfaire à vos obligations d'affichage et d'information. Deux choses qu'il faut encore préciser. Si à X plus 35, ou juste après, vous n'avez pas eu de liste électorale, donc aucun syndicat n'a déposé une liste de candidats, il n'y a pas eu de liste de cadres non plus, il n'y a rien du tout, à ce moment-là, vous pouvez clôturer définitivement vos élections sociales, vous ne devrez pas organiser des élections sociales, mais cette décision de clôture qui est prise par l'employeur doit avoir été communiquée sur la base de données du SPF Emploi. Si ça n'a pas été fait au mois de mars, à la fin du mois de mars, n'oubliez pas de le faire maintenant, c'est le seul moyen de clôturer administrativement votre procédure d'élection sociale. Après, vous serez tranquille. Deuxième point qu'il faut préciser, c'est le sort des accords qui auraient été liés au Covid. Dans la période de flou au mois de mars, dans certaines entreprises, on a conclu des accords liés aux élections sociales en raison de cette situation qui se développait suite à la pandémie. Et donc, on a pris un certain nombre d'accords qui, en principe, devaient régler l'organisation des élections au mois de mai avant qu'on ait décidé de suspendre complètement la procédure. Ces accords qui étaient vraiment liés à l'organisation des élections sous Covid au mois de mai, en principe, n'existent plus et ne sont plus valables s'ils sont strictement liés à cette situation. Si toutes les parties estiment que ces accords sont encore toujours valables et sont encore toujours relevants, à ce moment-là, ils peuvent le confirmer et ces accords seront appliqués aux élections du mois de novembre. Passons maintenant à un autre point, puisqu'on va recommencer la procédure. Quel va être le premier pas qui va devoir être fait? C'est traiter les listes de candidats. Comme je viens de vous le dire il y a un instant, les listes de candidats ont toutes été déposées avant le début de la suspension. Donc à X plus 35, c'était la dernière date pour le dépôt des listes de candidats. Mais bon, après, on n'a plus rien fait, la procédure a été suspendue. Maintenant, il faut revenir à la procédure normale qui doit être suivie suite au dépôt de listes de candidats, c'est-à-dire entamer la période et la procédure prévue pour faire connaître ces listes de candidats au personnel de l'entreprise et pour commencer la procédure de réclamation contre les listes de candidats et par après d'éventuels recours qui seraient introduits devant les juridictions du travail contre les listes de candidats qui ont été déposées. Dans cette période après la reprise également, les organisations qui ont déposé des listes de candidats pourront éventuellement remplacer des personnes qui figurent sur les listes, soit parce qu'elles ont fait l'objet d'une réclamation ou d'un recours, soit parce qu'elles ne sont plus présentes dans l'entreprise, ces personnes ont quitté l'entreprise et donc elles peuvent être à ce moment-là remplacées par l'organisation qui a déposé leur candidature. Là, évidemment, il y a de facto une particularité par rapport à une procédure d'élection normale.
puisque normalement les listes sont déposées à X plus 35, les élections ont lieu moins de 2 mois plus tard, donc il y a peu de candidats qui figurent sur les listes et qui tout d'un coup disparaissent par après des listes électorales. Bon, il y a quelques cas, mais ça reste tout à fait limité. On peut supposer qu'il y a un attachement suffisant aux entreprises et qu'il n'y aura pas de licenciement qui les vise dans cette période qui est quand même très limitée dans le temps. Mais il faut constater évidemment que maintenant la période est beaucoup plus longue puisque les candidatures ont été déposées au mois de mars de cette année et les élections auront lieu au mois de novembre. Donc entre-temps, il y a peut-être des personnes qui ont quitté volontairement l'entreprise parce qu'elles ont trouvé un autre emploi ou pour d'autres raisons, la période est beaucoup plus longue, ou éventuellement il peut y avoir eu une procédure de licenciement collectif, de licenciement pour des raisons économiques pour lesquelles on a respecté la procédure dans votre entreprise, notamment en raison justement de l'arrêt des activités en raison de la pandémie qui nous a touchés. Donc, la procédure est la même que celle qui s'applique normalement, mais avec une différence en raison de l'écart important entre le dépôt des listes et les élections pour les élections actuelles. Ce qu'il faut également préciser, c'est que les conditions d'éligibilité, elles restent fixées au jour initialement fixé pour les élections. Donc, l'ancienneté qui est requise pour être candidat, une ancienneté de 6 mois, devait être satisfaite au mois de mai 2020. Donc, un candidat qui a été présenté dans une liste déposée au mois de mars devait remplir les conditions d'élection en mai 2020 et une erreur dans ce chef ne sera pas régularisée par le fait que les élections ont lieu 6 mois plus tard au mois de novembre. Ça vaut pour les candidats qui ont été déposés et qui ont été présentés sur les listes déposées au mois de mars, mais ça vaut également pour le remplaçant. Donc si dans la période qui va venir, des candidats vont être remplacés, par exemple parce qu'un candidat a quitté l'entreprise, ils devront satisfaire aux conditions d'ancienneté, non pas au mois de novembre 2020, mais bien au mois de mai 2020. Ce qui veut dire qu'en novembre 2020, ils auront déjà une ancienneté beaucoup plus importante que celle qui est normalement requise. Vote électronique. Des règles particulières ont été prévues dans le cadre de la loi qui a prévu non seulement la reprise des élections, mais dans une législation particulière qui a été adoptée très récemment, en vue de permettre de conclure encore toujours un accord pour organiser le vote électronique après la reprise de la procédure. Je vous rappelle que normalement, si on voulait organiser le vote par des moyens électroniques, il fallait le prévoir dans la vie du jour X. Donc, en principe, c'était au plus tard, au mois de février, qu'il fallait prévoir qu'on aurait recours à un vote électronique. Évidemment, au mois de février, personne ne savait quelle allait être la crise à laquelle nous allions être confrontés. Et donc, peut-être qu'en raison des circonstances particulières et d'une nouvelle organisation du travail, en raison de Corona, il serait nécessaire d'introduire quand même un vote électronique dans l'entreprise, ne fût-ce que pour éviter que des travailleurs doivent se déplacer alors qu'ils sont de manière quasiment permanente en télétravail. Donc, la nouvelle loi qui a été votée récemment permet, après la reprise de la procédure électorale, donc après le nouveau jour X plus 36, de conclure un accord qui permet l'organisation du vote électronique. Et cet accord doit être conclu avec toutes les organisations qui ont présenté des listes de candidats, et cela on les connaît, puisque je vous avais dit que toutes les listes de candidats ont dû être déposées au plus tard à X plus 35 au mois de mars. Si un accord est conclu, il doit être porté d'une part à la connaissance des travailleurs, suivant les modes normaux, c'est-à-dire soit par affichage dans l'entreprise, soit par une information, par une voie électronique au sein de l'entreprise, de l'intranet par exemple. Et cet accord doit également être téléchargé
sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. C'est le site que vous employez pour l'organisation de vos élections et pour la distribution des informations, notamment vers les organisations représentatives des travailleurs. Et à nouveau, ici, la raison, l'objectif qui est poursuivi, c'est entre autres d'éviter des risques de contagion. Ça peut également être le fait que l'on tient compte d'une nouvelle organisation du travail et le fait que beaucoup de travailleurs ne viennent plus travailler dans l'entreprise, mais travaillent soit chez eux, soit à d'autres endroits. Je vous rappelle également, parce que ça reste valable, que même si cette décision est prise, il n'existe que deux formes de vote électronique, soit un vote classique dans un bureau de vote, c'est-à-dire que le vote se déroule dans un bureau de vote normal, mais au lieu de voter sur papier, on vote sur un ordinateur suivant un mode qui a déjà été utilisé dans certaines régions pour le vote classique, pour les élections législatives ou communales. Mais également la possibilité, pour autant qu'il y ait un accord de toutes les organisations intéressées, le vote à partir du poste de travail du travailleur. Donc, ce qui permettrait, par exemple, à un travailleur qui travaille en télétravail de voter de chez lui, de son poste de travail et de ne pas devoir venir dans l'entreprise. Donc, ces deux possibilités existent pour les élections. Je vous rappelle également qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Si on organise le vote électronique, il faut le faire sur base d'un logiciel qui a été déposé au SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. La liste des logiciels déposés, vous le trouverez si vous consultez le site du SPF Emploi. Il y a une liste de tous ces logiciels qui ont été déposés et qui peuvent être valablement utilisés. Je vous rappelle également que si vous organisez un vote électronique à partir du poste de travail, vous devez disposer d'un système informatique interne qui est sécurisé de manière évidemment à éviter qu'il y ait des personnes qui interviennent dans le cadre des élections sociales. Voilà donc pour le vote électronique. On en vient encore à une autre opération qui devra être menée lors de la reprise des listes électorales, donc avant les élections, c'est la mise à jour des listes électorales. La réglementation, c'est une réglementation générale qui existait avant Covid. La réglementation générale prévoit que une mise à jour des listes électorales avec une radiation des travailleurs qui ne feront pas partie, qui ne seront pas convoqués et qui n'iront pas voter, se fait au jour Y-13, donc 13 jours avant le nouveau jour choisi par les élections. Et ça se fait par une décision unanime du Conseil ou du comité. L'intérêt, c'est que les électeurs radiés, ne seront pas convoqués, donc c'est une procédure administrative, en moins à faire pour des électeurs qui ne sont plus là, et ils ne seront plus admis au vote. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? D'abord, pour les travailleurs de l'entreprise qui ont quitté l'entreprise depuis la suspension et qui ne seront donc plus présents dans l'entreprise, qui ne seront plus travailleurs de l'entreprise au jour des élections, pourront être, suivant la procédure prévue, radiés des listes électorales. Ici aussi, le cas peut être plus fréquent que d'habitude en raison de la grande différence entre le moment où les listes ont été faites au mois de février et le moment des élections au mois de novembre. Il y a entre-temps probablement des travailleurs qui ont quitté votre entreprise. Pour les intérimaires, je vous rappelle que les intérimaires peuvent également, dans certaines conditions, voter. Les intérimaires qui ont été repris sur les listes électorales au mois de février peuvent être radiés s'ils ne remplissent pas la deuxième condition qui est prévue pour eux, celle d'avoir 26 jours de travail entre le jour X et le jour Y-13. Normalement, il n'était pas possible d'avoir ces 26 jours de travail effectifs au mois de mars,
Et donc, il faudra, pour qu'un intérimaire puisse voter au mois de novembre, qu'il ait encore travaillé après la reprise de la procédure électorale au mois de septembre, puisque tous les jours pendant lesquels il a travaillé pendant la suspension, eux n'entrent pas en ligne de compte. Fonctionnement des organes existants, là je vous rappelle, oui, vous en avez besoin encore maintenant pour les élections, vous en avez besoin pour d'autres choses. Les organes qui ont été mis en place en 2016 continuent à fonctionner maintenant, donc après la date normale de l'échéance des mandats, et continuent à fonctionner jusqu'à l'installation des nouveaux organes, ce qui se fait au plus tard 45 jours après les élections du mois de novembre. Donc c'est possible évidemment que dans certains cas, ce sera au début du mois de janvier que les nouveaux organes seront installés et que donc les anciens cesseront d'exister. Je vous rappelle également que les membres de ces organes qui continuent à fonctionner continuent à être protégés contre le licenciement. Si évidemment certains de ces membres sont à nouveau candidats, une nouvelle période de protection a commencé pour eux, mais pour les membres des organes qui ne se représentent plus, ils continuent actuellement encore à être protégés, même si leur mandat aurait normalement pris fin. Je vous passe maintenant le dernier point que nous allons examiner, qui est celui de la nouvelle protection occulte. On en a beaucoup parlé parce que c'est toujours très, très délicat. Je vous rappelle ce qu'est la protection occulte des candidats. Un candidat, et un travailleur élu, est normalement protégé contre le licenciement. C'est une loi spéciale qui date du 19 mars 1991, donc il ne peut être licencié que pour un motif grave qui a été reconnu par la juridiction du travail ou pour un motif d'ordre économique ou technique qui a été préalablement reconnu par la commission paritaire dont relève l'entreprise. Ça, c'est la règle normale. Dans la réglementation, il est prévu qu'une protection existe également pour des travailleurs qui seront candidats, mais on n'en sait pas encore, dans le cadre de la procédure électorale normale. À partir de X-30, on ne connaît pas encore les candidats, commence cette protection occulte, et cette protection occulte bénéficie aux gens qui sont repris sur les listes électorales, sur les listes de candidats déposés au plus tard à X+35, et qui auraient été quand même licenciés dans cette période entre X-30 et X+35. Les candidats qui sont dans ce cas peuvent demander à être réintégrés suivant la procédure normale de réintégration. Et lorsqu'ils sont réintégrés, à ce moment-là, l'employeur, s'il souhaite quand même les licencier, devra respecter la procédure spéciale prévue par la loi de 91, c'est-à-dire soit de faire reconnaître un motif grave par la juridiction du travail, soit de faire reconnaître un motif d'ordre économique ou technique par la commission paritaire. Si l'employeur refuse de les réintégrer, il devra à ce moment-là payer l'indemnité spéciale de licenciement qui est due en cas de licenciement irrégulier. Mais normalement, tout ça s'est terminé à X+35. Donc, au mois de mars, c'était fini avec la procédure occulte. La loi du 4 mai 2020, qui prévoit justement la procédure de suspension et de reprise des élections, a prévu l'introduction d'une nouvelle procédure occulte qui commence à un jour X virtuel, c'est-à-dire le jour X fictif du nouveau calendrier qui en fait n'existe pas puisque le nouveau calendrier commence à X+36. Donc ce jour de début de la nouvelle procédure occulte, c'est en fait 36 jours avant le jour de la reprise des élections dans votre entreprise. Qui est visé par cette nouvelle protection occulte, ce sont les candidats qui seraient présentés par des organisations en remplacement de candidats qui, eux, avaient été présentés au mois de mars dans les listes déposées au plus tard à X+35. Donc, si de nouvelles personnes sont présentées comme candidats pour remplacer quelqu'un qui figurait sur une liste et que par hasard ces gens auraient été licenciés après le jour fictif de X du nouveau calendrier, donc 36 jours avant le début de la reprise,
ils bénéficieront de la procédure, ils pourront demander leur réintégration et à ce moment-là, l'employeur, soit il va les réintégrer et commence la procédure spéciale, soit il ne les réintègre pas et sera tenu de payer une indemnité spéciale. Ce seront en principe des cas relativement rares puisque ça ne peut viser que le cas d'un remplacement, ce qui veut dire que de candidats qui auraient éventuellement quitté l'entreprise. Ceux qui n'ont pas quitté l'entreprise ne vont pas renoncer à leur candidature parce qu'ils renoncent à ce moment-là eux-mêmes à leur protection contre le licenciement. Et il faut évidemment que les personnes qui ont été licenciées fassent partie de la même organisation syndicale, soient présentées sur la même liste et en plus fassent partie de la même catégorie de travailleurs que celle sur laquelle le candidat a disparu, c'est-à-dire qu'il soit ouvrier si c'est un candidat ouvrier, employé si c'est un candidat employé, jeune si c'est un candidat jeune et cadre si c'est un candidat cadre. Voilà, j'ai essayé d'évoquer avec vous non pas l'ensemble de ce qu'il faudra faire, mais en tout cas, essayer de vous accompagner dans la reprise de ces élections sociales. Je rappelle en tout cas que c'était quelque chose d'exceptionnel. Depuis qu'on organise les élections sociales en 1950, c'est la première élection sociale a lieu en 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, c'est la première fois que l'on aura suspendu la procédure électorale et donc procédé à, comme on a dû le faire maintenant, ce qui montre évidemment le caractère tout à fait exceptionnel de la situation. Je vous remercie de votre attention et je reste éventuellement à votre disposition pour des questions qui auraient été posées. Un instant, on va arrêter de partager la présentation. Voilà. Oui, il y a déjà quelques questions qui sont rentrées. Voilà. Une première question, en fait, c'était une double question, mais elle se ressemble. Était si un candidat ne désire plus l'être, est-ce que le syndicat peut le remplacer par quelqu'un d'autre? Et puis la question, elle est quand même un peu similaire si le candidat décide lui-même de retirer sa candidature, donc cela fait quasiment la même chose, pour des raisons personnelles. Peut-il être remplacé? Oui, ben, la procédure n'est pas changée, c'est-à-dire que lors de la reprise de la procédure électorale, c'est-à-dire tout ce qui se déroule après X+35, donc ce qui va se dérouler dans votre entreprise à partir du mois de septembre, octobre, il est prévu dans cette première phase que les candidats qui ne souhaitent pas être candidats peuvent le faire savoir aussi bien d'ailleurs à leur employeur qu'à l'organisation. Et évidemment, si ce candidat disparaît, il pourra être remplacé par l'organisation qui a présenté les candidatures, avec évidemment la réserve que j'ai expliquée il y a un instant, c'est-à-dire que le nouveau candidat devra satisfaire aux conditions d'éligibilité, non pas au moment où il est présenté comme candidat, mais au mois de mai, au jour où normalement auraient dû être organisées les élections. Et donc cette situation est possible. Encore une question un peu liée. Les syndicats peuvent remplacer, changer un membre de la liste, mais jusqu'à quelle date? Jusqu'à la clôture définitive, c'est-à-dire une quinzaine de jours avant la date des élections. Donc une fois qu'on clôture finalement les listes électorales, ce qui se présente une quinzaine de jours avant la date des élections, à partir de ce moment-là, il n'est plus possible de remplacer des candidats. Pour la raison simple, c'est qu'on doit arrêter la liste des candidats, les listes électorales, de manière normale pour pouvoir organiser les élections, et de manière encore plus impérative dans les cas où on va voter par correspondance, puisque dans ce cas-là, il faudra à l'avance envoyer les listes électorales aux électeurs qui vont voter par correspondance. Et là, c'est toute une procédure qui doit se faire à l'avance. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette date de clôture. Mais donc, ça laisse quand même une marge entre X+36 et X+75. Il y a une quarantaine de jours pendant lesquels on peut remplacer des candidats qui auraient disparu de la liste. Et comme je l'ai indiqué aussi, il est possible qu'il y ait plus de gens qui aient actuellement disparu de la liste en raison de l'écart temporel. Oui.
Une autre question. Une candidate est maintenant pensionnée depuis le 31 août. Jusqu'à quand peut-elle être remplacée? Donc, c'est un peu dans le même sens. Donc, il s'agit d'une personne, je suppose, qui a quitté l'entreprise. Donc, si elle a quitté l'entreprise, elle peut être remplacée. Donc, une personne qui a quitté l'entreprise, qui était sur une liste de candidats qui a été déposée à X plus 35, pourra à ce moment-là être remplacée jusqu'à la date que j'ai indiquée, c'est-à-dire à X plus 75. Oui. Une question, dois-je faire un avis rectificatif avec les nouveaux noms et prénoms si mon personnel de direction a changé? Non, ça c'est pas prévu. Donc les seules modifications qui sont obligatoires sont celles qui concernent le calendrier et la date des élections. Pour le reste, la liste du personnel de direction reste ce qu'elle est, sachant que de toute façon, elle ne lie pas l'employeur. Ce qui lie l'employeur, c'est la liste des fonctions. Mais la liste des personnes, donc peut-être, elle peut changer, ce qui veut dire, par exemple, pour être concret, que après les élections, lorsque l'employeur va désigner les gens qui le représentent au sein du conseil ou du comité, il pourra les choisir parmi des gens qui sont en service et qui exercent la fonction au moment où il va les désigner, c'est-à-dire dans quelques mois, mais il devra le faire sur base des fonctions qui ont été définies à X-35. Donc on ne change pas. En fait, cette liste est purement informative et elle pourra changer par après. Oui, une question un peu liée. Le personnel de direction a changé pendant la suspension. Les nouveaux dirigeants peuvent-ils représenter l'employeur dans les nouveaux organes après les élections? Comme je l'ai indiqué il y a un instant, ce qui lie l'entreprise, ce sont les fonctions et pas les personnes. Donc si une fonction de directeur a été reconnue comme une fonction de direction, qu'entre-temps le directeur a changé, on a engagé quelqu'un d'autre, c'est le nouveau directeur qui pourra être désigné comme personnel de direction pour pouvoir représenter l'employeur au sein du conseil ou du comité. Si par contre c'est la fonction elle-même qui a changé, donc on a supprimé des fonctions et créé de nouvelles fonctions, là il faudra attendre la préélection. Dans la préélection, une procédure est prévue pour changer non pas les personnes, mais bien les fonctions du personnel de direction. Donc il faudra en ce moment-là, si les fonctions ont changé, attendre d'abord le déroulement des élections et puis entamer cette procédure particulière qui est prévue pour changer les fonctions de direction. C'est le cas par exemple si vous changez votre organigramme. Vous avez changé votre organigramme, des fonctions ont été supprimées, des nouvelles sont venues, là il faudra appliquer la deuxième procédure. Oui. Une question, mais je ne sais pas si c'est exactement de la même personne parce que nous on reçoit les messages avec Anonymous, donc de façon anonyme, donc peut-être que je pose deux fois la question de la même personne. Mais je vois quand même une petite nuance, c'était une travailleuse qui est déjà pensionnée, on mentionne ici la date de fin août, mais elle était la seule candidate sur cette liste ouvrier. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'était un cas spécifique avec une candidate sur la liste. S'il n'y a qu'une seule candidate, pour une catégorie, je suppose qu'il y avait des candidats pour les autres catégories. S'il y a des candidats pour les autres catégories, ça veut dire qu'on ne clôture pas l'ensemble de la procédure puisqu'il y aura des élections pour les autres catégories. Pour la personne en question, eh ben, soit elle ne fait plus partie de l'entreprise, donc elle ne participera pas aux élections en tant que candidat parce qu'elle a quitté l'entreprise et elle est remplacée par son organisation syndicale, par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, la procédure se déroule normalement avec le nouveau candidat, qui, le cas échéant, sera peut-être élu d'office s'il est le seul candidat. Donc, dans ce cas-là, c'est possible qu'il y ait des élections de ce genre-là. Ou bien, donc, soit il n'y a pas de candidat du tout et il n'y aura pas d'élection et ce mandat restera vacant, soit l'organisation syndicale présente un ou une nouvelle candidate et dans ce cas-là, il y aura soit des élections ou bien elle sera élue d'office et dans ce cas-là, le mandat ne sera pas vacant, il sera occupé par le nouveau ou la nouvelle candidate. D'accord.
Encore une question. Des nouvelles listes de candidats peuvent-elles encore être introduites après la reprise? Non, comme j'ai indiqué, la date ultime pour le dépôt des listes de candidats, c'était X+35. Donc, toutes les listes de candidats valables doivent avoir été déposées au plus tard au mois de mars. Actuellement, ce qui pourrait y avoir, c'est uniquement des remplacements sur des listes existantes et valablement introduites. Donc, pas de nouvelles listes électorales après la reprise, uniquement des remplacements au sein des listes qui ont déjà été déposées. Donc concrètement, si une organisation syndicale au mois de mars a oublié de déposer sa liste, elle ne pourra pas se rattraper au mois de septembre-octobre. D'accord. Je regarde. Un travailleur prépensionné, donc en RCC, doit-il être inscrit sur les listes électorales? Un travailleur en RCC, c'est quelqu'un qui a été licencié, donc il ne fait plus partie du personnel, donc il ne doit pas être inscrit, il ne devait pas être inscrit sur les listes électorales telles qu'elles ont été établies au mois de février, mais là cette procédure elle est en principe finie et des recours étaient prévus. Si c'est le cas, s'il a été prépensionné ou mis en RCC par après, donc pendant la période Corona par exemple, à ce moment-là, on va appliquer la procédure que j'ai évoquée il y a un instant, c'est-à-dire la procédure de radiation des listes électorales, ce nettoyage qui doit être fait à Y-13 par décision du conseil ou du comité. C'est quelqu'un qui a quitté l'entreprise, puisque quelqu'un en prépension en RCC, c'est quelqu'un qui a été licencié et qui n'est plus membre du personnel. Encore une question. Un électeur qui n'a pas été rayé des listes électorales, je suppose qu'on a oublié de le rayer, peut-il encore voter? Que peut faire le président du bureau de vote? Oui, donc en principe, pour le président des bureaux de vote, ce qui compte, ce sont les listes électorales officielles. Donc si quelqu'un se trouve sur la liste électorale, qui n'a pas eu de recours, qui n'a pas non plus eu de radiation par décision du conseil ou du comité, il est toujours sur la liste et le président doit appliquer la liste telle qu'il est, donc il ne peut pas lui refuser l'accès au bureau électoral. L'employeur est d'ailleurs à ce moment-là tenu aussi de le convoquer. Là, il faut quand même toujours faire attention, puisque ça pourrait mettre en cause éventuellement la validité des élections. Donc, quelqu'un qui est sur les listes électorales, pour lequel il n'y a pas eu de réclamation, il n'y a pas eu de recours, ou il n'a pas été rayé, il a la possibilité de venir voter. Encore une question concernant le président du bureau de vote. Doit-il être membre du personnel? Est-ce que cela peut être un membre de la direction? Le président d'un bureau de vote doit effectivement être membre du personnel de l'entreprise, mais il ne doit pas nécessairement être électeur. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie du personnel de direction et qui aurait été choisi par le conseil ou le comité parce qu'on estime qu'il est particulièrement compétent pour la fonction, ça ne pose pas de problème, mais il doit être membre du personnel de l'entreprise, donc pas des extérieurs. Encore une question concernant les bureaux de vote. Peut-on changer le nom des assesseurs, entre parenthèses, en cas d'incapacité? Ben, normalement, lorsqu'on fixe les assesseurs, on fixe également, en tout cas en ce qui concerne les assesseurs principaux, pour le secrétaire et le président, on prévoit des suppléants. Pour les assesseurs, on ne le prévoit pas. En principe, si un assesseur est absent, il sera désigné par le président au début des opérations électorales. Donc c'est un petit peu la même procédure que vous devez connaître aussi pour les autres élections, les premiers électeurs qui se présentent, courent le risque d'être assignés comme assesseurs s'il y en a un qui manque. D'accord. Un collaborateur en maladie de longue durée, plusieurs années, entre parenthèses plusieurs années même, peut-il se présenter sur les listes? Je suppose que la question est de savoir s'il peut se présenter comme candidat. Normalement, oui. Les conditions pour pouvoir être présenté comme candidat est une ancienneté de service. Donc ce travailleur, certainement s'il est malade depuis si longtemps, mais qu'il est encore sous contrat, remplira les conditions d'ancienneté de service. Donc normalement, quelqu'un de ce genre-là pourrait être présenté effectivement comme candidat. Sauf si évidemment l'employeur introduit un recours
sur base d'une candidature abusive, mais dans ce cas-là, il devrait évidemment motiver son recours devant le tribunal du travail. J'ai deux questions un peu liées concernant le fait de retirer des listes ou même candidatures. Je crois que je vais te les poser séparément. Premièrement, est-ce que le syndicat, le candidat ou l'employeur, est-ce le syndicat, le candidat ou l'employeur qui doit signaler le retrait de la candidature? Si un travailleur souhaite retirer sa candidature, je pense que c'est ça qu'on vise, donc il ne veut plus être candidat, c'est à lui de le dire. Et il devra évidemment avertir son employeur, qui doit également avertir l'organisation concernée, mais c'est le travailleur qui doit dire qu'il ne veut plus être candidat. Donc l'organisation syndicale ne peut pas tout d'un coup changer d'initiative un candidat. Elle ne pourrait changer un candidat que s'il y a eu une réclamation ou un recours contre un candidat déposé. Un syndicat peut-il décider de retirer sa liste? Si oui, de quelle façon l'employeur est-il prévenu et dans quel délai? Ça, c'est quelque chose qui n'est en tout cas pas prévu dans la réglementation. À partir du moment où une liste a été déposée, elle est valable. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est que des recours ou que des réclamations soient introduits par des travailleurs éventuellement syndiqués contre la liste déposée et que suite à la réclamation, on retire des candidatures. Y a-t-il moyen d'obtenir un accord sur le vote par correspondance sans réunion en présentiel du conseil d'entreprise ou du comité en prévention, par exemple par accord par mail? Oui, de toute façon, pour organiser le vote par correspondance, il faut un accord, non pas au conseil d'entreprise, mais avec les organisations qui ont déposé des listes de candidats. Donc, ce n'est pas au conseil ou au comité que la décision se prend, c'est un accord avec les organisations qui ont déposé des listes. Bon, là, un accord peut éventuellement être signé par une autre voie qu'une présence matérielle. Le tout, c'est qu'il y ait un accord qui est signé par tout le monde. D'accord. Encore une question concernant le président du bureau de vote. Qui nomme le président du bureau? Alors ça, c'est le conseil ou le comité. L'organisation du bureau de vote devra inclure des règles sanitaires définies par le SPF, je suppose le SPF Emploi donc. Oui, là, évidemment, lorsqu'on va mettre en place un bureau de vote, il y aura toute une série de mesures qui devront être prises, ça dépend un peu des circonstances de fait, mais pour éviter évidemment que les électeurs et le bureau ne se contaminent mutuellement. Donc les distances devront être respectées, le port du masque devrait être respecté, et pour le bureau lui-même, il faudra probablement un petit peu plus de place. Nous deux, nous sommes un peu trop près, mais il n'y aura pas des bulles qui vont couvrir l'ensemble de l'entreprise. Mais je pense aussi qu'au niveau du SPF Emploi, il n'y a pas encore de directives précises qui ont été préparées. En fait, les règles normales qui figurent déjà sur le site du SPF pour les règles de travail normales, en fait, sont applicables ici, mutatis mutandis, aux élections. Les élections sont évidemment en tant que telles un phénomène ou une procédure qui est peut-être exceptionnelle, mais grosso modo, ce qu'on peut faire représente évidemment le même type de problème que peuvent présenter des réunions ou d'autres activités dans les entreprises. Encore une question un peu plus longue. Avant la suspension, nous avions prévu de voter soit physiquement dans 2 bureaux de vote, un secondaire et un principal, soit par correspondance. Vu la situation actuelle, nous avons opté pour le vote par correspondance pour tous les électeurs, ce qui signifie que le bureau secondaire est supprimé. Le bureau principal sera le bureau qui recevra les bulletins de vote et les dépouillera. Est-ce que je peux retirer dans mon affichage la mention du bureau secondaire? En principe, ça c'est quelque chose qui est déterminé par après. Donc la création des bureaux secondaires se trouvait en principe pas dans votre avis du jour X. C'est une décision qui est en principe prise dans la procédure après X plus 36. Donc je crois que le mieux, c'est de ne pas prendre la décision. Oui. Encore une question. Donc, Y-13, tombant pendant les vacances de la Toussaint, pouvons-nous procéder au toilettage des listes à une date antérieure, lors des réunions ordinaires des organes
même 20 jours avant Y-13? Ça peut se faire au plus tard à Y-13. On peut le faire peut-être juste avant si c'est indispensable. Le seul problème, évidemment, c'est qu'on ne couvre la situation que jusqu'au moment où on a pris la décision. Donc la période est un petit peu plus limitée. Mais sinon, c'est une décision du conseil ou du comité qui doit prendre la décision de radiation. Pour les gens qui sont déjà partis, en principe, ça ne pose pas évidemment de problème. D'accord. Est-il possible qu'une organisation syndicale change le nom d'un candidat initialement communiqué en mars par un nouveau candidat et que ce nouveau candidat remplisse les conditions? Une organisation syndicale ne peut pas, d'initiative, lorsqu'on va reprendre la procédure, changer un candidat. Il pourrait éventuellement changer un candidat dans le cas où il y aurait une réclamation valable contre cette candidature, par exemple, parce que le candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Il n'a fait donc pas l'ancienneté de 6 mois au mois de mai. Mais pour le reste, l'organisation syndicale ne peut pas le faire d'office. Elle peut le faire également si le candidat précédent retire sa candidature et met quelqu'un à la place. Mais à nouveau, il ne peut pas le faire d'office. Il faut savoir aussi que celui qui disparaît de la liste perd aussi sa protection contre le licenciement au profit du nouveau candidat. Un de nos candidats a remis sa démission. Si le syndicat ne communique aucun nouveau nom, sommes-nous tenus d'une certaine obligation d'information en tant qu'employeur? Donc, si je comprends bien ici, c'est quelqu'un qui a démissionné de l'entreprise. Oui. Donc, il a quitté l'entreprise. Donc, s'il a quitté l'entreprise, à ce moment-là, il ne devrait plus figurer sur les listes de candidats. Il faudra évidemment en informer les organisations, au cas où elles ne sont pas au courant, d'informer les organisations que le candidat a disparu. Donc l'employeur devrait informer. Il devrait l'informer parce que sinon, par après, on va de toute façon avoir des problèmes. Ce candidat, s'il ne bouge pas, il va rester sur la liste, mais ne siégera jamais puisqu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Et par après, le syndicat pourra communiquer un nouveau nom. Le remplacement d'un candidat ne peut se faire qu'en cas de départ de l'entreprise. Si désistement, il perd sa protection, il n'y a pas lieu de le remplacer. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres raisons pour le remplacer que le départ d'entreprise? Non, il y a que le cas le plus fréquent pour remplacer un candidat, c'est le départ de l'entreprise. Il y a également des remplacements de candidats lorsque il y a eu des réclamations ou des recours contre des candidatures. Il y a malheureusement, et j'espère que ce ne sera pas le cas où le candidat devait décéder dans la période intermédiaire, on peut le remplacer également. Et puis, il y a des cas un petit peu plus complexes. C'est le cas notamment lorsque le candidat ne fait plus partie de la catégorie pour laquelle il a été présenté. Donc, quelqu'un a été présenté sur une liste d'ouvriers et depuis lors, il a eu une promotion, il est devenu employé. Dans ce cas-là, le syndicat ouvrier peut éventuellement le remplacer par un autre ouvrier et ne pas maintenir l'employé. Autre cas, mais qui est probablement encore plus rare, c'est qu'un candidat a été rayé des listes de membres de son organisation syndicale. Dans ce cas-là, il peut également être remplacé, mais ce sont des cas qui sont quand même beaucoup moins fréquents. Est-ce le comité de prévention qui désigne les assesseurs? C'est l'organe en question pour lequel on organise l'élection qui désigne les assesseurs, donc c'est le conseil ou le comité. Peut-on obtenir l'accord du conseil d'entreprise ou du comité en prévention sur le nouveau formulaire X autrement que par une réunion en présentiel? Là, je dois vous renvoyer à votre règlement d'ordre intérieur. Donc, il faut une décision qui est prise par le conseil ou le comité. Comment se prennent les décisions du conseil ou du comité doit être défini dans votre règlement d'ordre intérieur. Mais donc, ce n'est pas prévu légalement? Il n'y a rien de spécifique qui est prévu. La réglementation en matière d'élection sociale prévoit simplement une décision du conseil ou du comité. Comment ils décident? Ça, c'est le règlement d'ordre intérieur. D'accord. J'ai encore deux questions en ce moment-ci, donc s'il y a encore des gens qui ont des questions, n'hésitez pas encore vite les poser parce qu'on va quand même presque clôturer. Donc encore une des deux dernières questions, c'est il y a une catégorie, une seule liste et un candidat unique élu d'office. Est-ce que l'organe est valablement constitué? Peut-il se réunir? Donc,
si je résume la situation, il n'y a qu'une seule liste. Donc pour les autres catégories, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule catégorie pour laquelle il n'y a qu'une seule liste avec un seul candidat. Ben, ce candidat, au niveau purement personnel, il est élu. Il est d'ailleurs protégé contre le licenciement. Mais l'organe ne fonctionnera jamais parce qu'il faut au moins 2 représentants des travailleurs pour que l'organe puisse fonctionner. Donc, virtuellement, il y en a un. Lui-même est protégé contre le licenciement, mais pour le reste, il n'y a pas d'autres implications. Oui, encore une question courte, mais je crois quand même assez large. Et en cas de modification des fonctions, que doit-on faire? Des fonctions de? Je suppose. Oui, mais si ça concerne les fonctions de direction, ça pourrait être ça. Donc, si les fonctions de direction sont changées, là j'ai expliqué ça en réponse à une autre question, il y aura lieu de modifier les fonctions, la définition des fonctions du personnel de direction selon une procédure, mais qui ne peut être menée qu'après les élections. Donc c'est un problème qui devra se poser après les élections, dans lequel l'employeur devra entamer une procédure de modification des fonctions du personnel de direction, ce qui permettrait de nommer au sein du conseil ou du comité des gens qui exercent des nouvelles fonctions, des nouvelles personnes qui exercent des nouvelles fonctions et qui seraient utiles au fonctionnement du conseil ou du comité. D'accord. Bon, 2 questions qui sont rentrées, puis on va clôturer. Les raisons d'ordre économique pour procéder au licenciement d'un candidat bénéficiant de la protection occulte dépendent de la commission paritaire pertinente. Il n'y a pas d'exception commune liée à la conjoncture Covid. Ah non, il n'y a pas d'exception, donc ça veut dire que c'est la procédure normale. Donc si un candidat bénéficie de la protection occulte, et qu'au moment où sa candidature est véritablement déposée, donc la candidature n'est plus occulte, alors elle est effective, ce candidat doit demander sa réintégration, et si l'employeur souhaite maintenir sa décision de le licencier, et que c'est un licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique, il doit à ce moment-là entamer la procédure de reconnaissance devant la commission paritaire dont il relève. Encore quand même quelques questions qui sont rentrées. Nos ouvriers sont devenus pour la plupart des employés. Restent-ils dans cette catégorie dont ils sont devenus employés au 1er avril 2020? Oui, ben ça je l'ai expliqué également. Les listes électorales ont été établies au jour X, donc le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne va plus les changer, même si éventuellement les gens changent par après de statut. Ce qui veut dire qu'actuellement, on se retrouve, on conserve les listes électorales sous la forme sous laquelle elles ont été établies au jour X, c'est-à-dire en février de cette année-ci, même s'il y a un long décalage, on ne refait pas les listes électorales, et donc il y aura éventuellement des gens qui sont élus comme ouvriers ou comme employés, et qui seront élus par des gens qui actuellement ne sont plus ouvriers ou employés. D'accord. Alors la toute dernière question, parce que là on va vraiment clôturer. Quelles sont les conséquences pour l'employeur s'il ne respecte pas les délais fixés par le calendrier pour effectuer les démarches qui lui incombent? Ben ça dépend évidemment des démarches. Dans certains cas, ça peut être tout simplement la nullité de la démarche. Et donc, ça posera des problèmes quant à la validité de l'organisation des élections. Ben, par exemple, si on prend un accord sur le vote par correspondance trop tard, ou qu'on ne donne pas à temps les convocations électorales, ça peut être un élément qui entraînerait par après un recours contre le résultat des élections lui-même. Donc il n'y a pas de réponse générale, mais il peut y avoir évidemment des problèmes pour chacun de ces différents cas et différentes démarches à faire. D'accord, parfait. Mais alors je pense qu'on va clôturer parce que il est déjà 10h47. On avait terminé à 10h45, mais on a quand même pris pas mal de temps pour quand même répondre à pas mal de vos questions. J'espère qu'on n'a oublié aucune des questions.
mais pour être certain, après le webinaire, nous en interne, on va naturellement une fois parcourir pour qu'on n'a rien oublié. Comme je vous ai dit, les réponses aux questions seront publiées sur notre site web. Comme on a tous votre adresse mail, on vous enverra une notification dès le moment que tout sera disponible en ligne, donc aussi bien les slides, mais ça vous les avez déjà eu par mail, les réponses aux questions et encore aussi la vidéo du webinaire pour si vous avez manqué une partie du webinaire que vous pouvez encore toujours le re-regarder. Je vous remercie en tout cas tous pour votre présence. Si vous avez encore envie de plus d'informations à côté de cette information qui vous a été transmise oralement, le 30 juillet sur notre site web, vous allez aussi retrouver une actualité qui a été publiée concernant les élections sociales où on explique aussi la plus grosse partie des éléments qui ont été discutés aujourd'hui. Donc, si vous voulez aussi une fois le lire, il y a eu une actualité qui a été publiée le 30 juillet sur notre site web. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite aussi beaucoup de succès avec la procédure d'élection sociale au sein de vos entreprises et j'espère bien à bientôt. Merci beaucoup.